Justement, parler maintenant, ça a déjà été un peu abordé, de cette fameuse réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Vous savez tous qu'elle remonte à un peu plus d'un an, 28 décembre 2021. Elle doit faciliter les démarches, améliorer et accélérer l'indemnisation et renforcer également la transparence des procédures. On va en parler maintenant avec Martin Landais, sous-directeur à la Direction générale du Trésor, que j'appelle maintenant à me rejoindre. Vous vous installez au pupitre. Martin Landais, bonjour, merci infiniment d'être là. Vous avez entendu et écouté les propos de cette table ronde. On est au cœur du sujet. On va faire un peu de pédagogie. On a beaucoup parlé de pédagogie depuis ce matin. C'est peut-être bien d'abord de rappeler un petit peu la genèse, au fond, de cette réforme, avec les, je crois, 3 ou 4 grands principes sur lesquels vous voulez insister. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je suis extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui en cette année des 40 ans du régime des catastrophes naturelles pour évoquer cette réforme récente. Alors j'ai bien conscience d'entrer en concurrence frontale avec le déjeuner, donc j'essaierai de ne pas être trop long. Mais le sujet est passionnant. Il n'y a pas de souci. Je suis très heureux d'être ici parce que, au moins pour 2 raisons. La première, c'est que ce régime, il est au cœur de la politique de gestion des grands risques de l'État. Première raison. Et la deuxième, c'est que la réforme qui a été adoptée, elle apporte des réponses qui ont été attendues longtemps par l'ensemble des parties prenantes. Et d'ailleurs, cette réforme, elle peut se lire comme un clin d'œil de l'histoire, j'ose pas dire une ruse de l'histoire, puisqu'elle est issue, vous le savez bien, d'une initiative parlementaire, tout comme l'était la loi fondatrice du 13 juillet 1982. La loi du 28 décembre 2021, dont je vais vous présenter les principales avancées, elle a pour origine donc une proposition de loi du député Baudu. Et au fond, ce n'est pas un hasard que ce régime ait été fondé puis modernisé à l'initiative du Parlement, sans méconnaître le rôle du gouvernement dans l'activité législative, mais parce que sous des aspects qui peuvent parfois apparaître techniques, très techniques, il s'agit d'un sujet éminemment politique, et politique au sens noble du terme. C'est un pilier de notre solidarité nationale, je crois qu'il faut le dire très clairement, un pilier au même titre que la sécurité sociale, le régime d'assurance chômage. Il fait partie véritablement des fondements de notre vivre ensemble. Alors, je voudrais maintenant, et je vais essayer d'être rapide, préciser pourquoi cette réforme, elle peut être considérée comme un événement, et puis de revenir sur les 4 grands principes sur lesquels elle repose. Mais en tout cas, cette réforme répond à vos yeux aux défis climatiques. Alors, cette réforme, elle répond à un certain nombre de questions. Elle ne résout pas toutes les questions. Elle ne résout pas nécessairement les questions de soutenabilité pour les 50 prochaines années du régime. Mais en tout cas, je crois qu'il ne faut pas minimiser son apport dans le cadre de la gestion du régime. C'est un événement, et ça répond en partie à la question que vous me posiez, parce que si on embrasse du regard les 40 dernières années, en vérité, le régime, il a extrêmement peu évolué. Il a fait preuve d'une exceptionnelle permanence, d'une exceptionnelle résilience aussi, avec une évolution la plus significative par une loi de 90 pour les départements d'outre-mer, et puis après des lois 2003, 2004, 2007, mais qui ont apporté des modifications marginales, sans changer le cœur du dispositif. Et donc la question, c'est pourquoi une telle permanence ? D'abord parce que certaines réformes d'ampleur n'ont pas vu le jour, assez trivialement, mais elle s'explique en fait surtout par 3 raisons. La première, c'est qu'elle a su, le régime des catastrophes naturelles, il a su protéger les Français. Depuis sa création en 1982, chaque année, et ce sont des chiffres qui sont bien sûr très bien connus de vous, mais qui restent impressionnants, 3500 communes reconnues en état de catastrophe naturelle, 1 milliard d'euros d'indemnisation versée, donc des millions de sinistrés qui ont bénéficié sur la quasi-totalité du territoire français de cette aide. Donc c'est vraiment un objet familier pour l'ensemble des Français. Deuxième raison, c'est qu'il est fondé sur un principe de solidarité. On a évoqué lors de la table ronde précédente ce principe de surcotisation.
Et cette solidarité, le ferment de cette solidarité, il est garanti par le rôle essentiel, le rôle central de la Caisse centrale de réassurance, qui, avec la garantie de l'État, constitue véritablement le cœur du régime. Et je tiens donc à remercier les équipes de la CCR pour le travail mené quotidiennement pour faire fonctionner ce régime au service de nos concitoyens. Et puis, troisièmement, c'est un régime qui est globalement peu coûteux pour la nation. Si je me mets dans les chaussons un instant de la direction du budget, mais j'en ressortirai vite, hein, il représente pour les assurés une dépense de 20 € en moyenne par an, et ça a mobilisé en 40 ans 240 millions d'euros de crédits budgétaires. À l'occasion de l'appel en garantie, c'était en 2000, dans les circonstances qu'on a. Mais pour le reste, rien. Et donc, effectivement, c'est quasiment magique, d'une certaine manière. Bon. Alors, à l'aube de ces 40 ans, il est néanmoins apparu de moderniser ce régime. C'était une volonté consensuelle. Et cette ambition modernisatrice, elle visait à répondre à l'attente croissante de protection, de simplicité et de transparence. Et c'est d'ailleurs les objectifs de la loi du 28 décembre 2021. Donc, premier objectif, premier sous-jacent fort, c'est l'exigence de transparence. Cette exigence de transparence, elle permet de préserver la confiance dans le régime. Parce que le régime, il a fait l'objet de critiques récurrentes sur sa relative opacité, sans doute en raison d'une communication parfois insuffisante sur les critères de reconnaissance et sur les motivations des décisions, peut-être aussi en raison d'une absence d'officialisation du rôle de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et il était donc nécessaire de répondre à cette exigence de transparence pour renforcer la confiance dans le régime. Et donc, c'est pourquoi la loi, elle consacre dans les textes la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, mais elle crée surtout une commission nationale consultative des catastrophes naturelles, qui est un lieu d'échange ouvert, pluriel, démocratique, sur le fonctionnement du régime et sur les critères de reconnaissance. Et donc, elle permettra, notamment, de donner la parole aux acteurs de terrain, élus locaux, associations de sinistrés, qui siégeront à cette commission aux côtés des assureurs et des réassureurs et de l'État. La loi, et ce n'est pas anecdotique, elle prévoit également que les motivations des décisions figurent directement dans l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Et cette exigence de transparence, elle a aussi été étendue aux assureurs, avec un renforcement de leurs devoirs à l'égard des assurés, avec des assureurs qui devront automatiquement communiquer les rapports d'expertise sans que les sinistrés aient besoin d'en faire la demande. Et ça, je crois que ça répond vraiment à des besoins très concrets de nos concitoyens. Deuxième pilier, c'est l'amélioration de l'indemnisation pour répondre à une demande de sécurité croissante face aux événements naturels. Et la loi, elle a permis de réelles avancées qui étaient attendues depuis longtemps. Premièrement, elle élargit le champ d'intervention de la solidarité nationale à de nouvelles dépenses, et donc elle permet une indemnisation plus généreuse, et elle offre de nouvelles sécurités face aux catastrophes naturelles, avec une prise en charge désormais des frais de relogement d'urgence pour les habitations principales, ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre. Elle ouvre aussi, et c'est un point extrêmement important, elle ouvre aussi la voie à une réforme substantielle du régime des franchises, dans un sens plus protecteur des intérêts des sinistrés. Et le gouvernement entend bien saisir cette opportunité, d'une part pour plafonner les franchises des petites entreprises, parce qu'il s'agit d'éviter qu'un niveau trop élevé de franchise obère leur capacité à reprendre une activité après une catastrophe naturelle, comme ça a pu être le cas par le passé, et donc par là même d'éviter une forme de double peine. Et symétriquement, le gouvernement réfléchit aussi à rendre plus libres les franchises pour les grandes entreprises, avec dans l'idée qu'elles sont plus à même de se défendre face à ces risques. Le troisième élément, c'est la facilitation de l'accès au régime des catastrophes naturelles. Et d'ailleurs, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, un peu le chemin chaotique plutôt que chaotique pour arriver à se faire indemniser. L'accès au régime, il peut parfois paraître complexe, et notamment et en particulier pour les maires qui, dans un contexte de catastrophe naturelle, peuvent se sentir isolés et démunis. Or, leur rôle, il est évidemment central, puisque ce sont eux qui sont les responsables du dépôt de la demande de reconnaissance. Et donc, ce sont eux qui amorcent, d'une certaine manière, le processus qui doit conduire, in fine, à l'indemnisation de leurs administrés. C'est pourquoi le législateur,
il a souhaité que les maires puissent bénéficier d'un accompagnement renforcé sur le terrain, en créant auprès de chaque préfet de département un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation, avec comme rôle principal l'accompagnement des maires qui sont, comme je disais, la cheville ouvrière dans le dispositif. Et donc l'ambition, c'est que le référent, il s'affirme progressivement dans les territoires comme l'interlocuteur privilégié en matière de catastrophes naturelles pour l'ensemble des acteurs de terrain. Et puis enfin, quatrième point qui est dire l'éléphant dans la pièce, c'est renforcer la prévention. Renforcer la prévention parce que c'est une politique essentielle, incontournable dans un contexte marqué, vous en avez discuté ce matin, par l'accélération du changement climatique. Et en vérité, cette politique de prévention, ce plus grand armement de cette politique de prévention, c'est la seule à même de contribuer à réduire la fréquence et l'ampleur des sinistres et donc de contribuer à alléger la charge pesant sur le régime. La loi, dans cette perspective, elle consacre le rôle central de la Caisse centrale de réassurance auprès de l'État en matière de prévention, puisque le législateur a entendu confier à la CCR la réalisation d'études pour le compte des pouvoirs publics afin d'améliorer, premièrement, et deuxièmement, d'évaluer la politique de prévention. La CCR dispose d'une expertise qui est unanimement, je veux même dire universellement reconnue en la matière, grâce notamment à sa capacité exceptionnelle de modélisation, et j'en profite ici, encore une fois, pour féliciter les équipes pour leur professionnalisme et leur efficacité. Et puis, dernier point sur la prévention, la loi, elle confère également des missions en matière de prévention aux référents qui sont placés auprès de chaque préfet de département. Et c'est ce référent qui devra diffuser des informations en matière de prévention auprès des communes, des entreprises, des habitants et des associations de sinistrés, et qui devra également dresser un bilan des actions de prévention menées sur le territoire départemental. Voilà, alors pour conclure en 2 mots... peut-être un mot du risque sécheresse, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors j'y viens, mais peut-être juste... Donc, en conclusion de cette loi, elle apporte des réponses à des problématiques qui traversaient le régime quand même depuis de très nombreuses années. Alors, Montesquieu, il disait que s'il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante. Je ne sais pas si le législateur a eu la main tremblante pour la réforme du régime des catastrophes naturelles, mais ce qu'on peut dire et ce dont on peut collectivement conclure, c'est qu'il a eu une main précise et une main efficace pour traiter des sujets importants pour les citoyens. Alors, cette réforme, elle ne traite pas l'intégralité des sujets de transformation nécessaires du régime. Il y a 2 grands enjeux qui nous attendent et auxquels on va devoir répondre. Le premier, pas dans l'ordre d'importance, mais pour répondre à votre question, c'est la sécheresse. Là-dessus, il est clair que la sécheresse a pris une importance croissante au sein du régime. Et c'est désormais presque la moitié du régime, c'est le risque sécheresse. Et donc, malgré cette augmentation des indemnisations au cours des dernières années, on voit néanmoins se cristalliser une insatisfaction sur le territoire sur la prise en charge de ce péril. Et ça a été dit tout à l'heure, le régime des catastrophes naturelles, il est presque par construction pas parfaitement adapté à un aléa naturel qui agit lentement par dégradations successives et qui crée des dégâts graves, même en l'absence d'épisodes sévères. Donc on a là vraiment, on touche le nœud du problème. Et donc, dans ce cadre-là, l'article, le législateur est encore intervenu, je ne sais pas si c'était d'une main tremblante, mais l'article 161 de la loi dit 3DS, et je ne répondrai pas à la question que veut dire 3DS, donc ne me la posez pas. Cet article, il habilite le gouvernement à réformer par ordonnance la prise en charge du risque sécheresse en fixant un cadre de travail clair. Et nous, l'administration, le Trésor, on se situe dans ce cadre clair. Le cadre, c'est que, d'abord, le principe du maintien de la couverture du risque sécheresse dans le régime des catastrophes naturelles. Ça, c'est un élément important de nos réflexions, et c'est ce à quoi on s'attache. En revanche, cet article, il prévoit d'inverser les conditions dans lesquelles ce risque est pris en charge, et donc au principe d'exceptionnalité des causes,
qui, comme on l'a vu, hein, est inadapté aux spécificités de la sécheresse, eh bien, à ce principe-là, l'ordonnance prévoit d'y substituer le principe de l'exceptionnalité des conséquences pour les sinistrés. Et donc, l'objectif derrière ça, c'est qu'aucun dommage majeur ne soit exclu de la prise en charge par le régime des catastrophes naturelles, comme cela peut être le cas aujourd'hui. Alors, on a engagé des réflexions interministérielles sur le sujet, et puis, quand elles seront suffisamment abouties, structurées, on ouvrira une consultation avec l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup, Martin. Peut-être une toute dernière précision pour resituer bien les choses. Le calendrier, je dirais, à partir de maintenant, on attend un rapport là, du gouvernement. Et puis, bon, vous l'avez un peu rappelé, il y a la loi de décembre 21 pour les années qui viennent, enfin pour 2023. Peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. Je pense qu'il y a tout d'abord la pleine mise en œuvre de la loi du 28 décembre 2021, puisqu'il y a un certain nombre de décrets qui doivent encore être... Oui, il y a encore des décrets qu'on attend. Hein. Exactement, donc, et auxquels on travaille d'arrache-pied. Et puis, ça c'est pour la réforme stricto sensu. Et puis ensuite, il y a l'ouverture sur le traitement du risque sécheresse, où le calendrier est un peu plus lâche, sans l'être vraiment, puisque dès début 2023, on doit être en mesure de présenter quelque chose sur la base de cette loi d'habilitation. Merci beaucoup, Martin Landais. Merci.